Bon, là, c'est bon. On est connecté. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes déjà bien connectés. On va attendre que vous puissiez nous rejoindre pour ce LinkedIn Live. Je vais déjà commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Blandine Bielleux, juriste d'affaires et consultante en stratégie de croissance des entreprises. Et ma mission, c'est en fait d'accompagner les chefs d'entreprise dès la création et de les accompagner aussi pour leur stratégie d'acquisition, stratégie marketing, et ensuite de les accompagner dans la stratégie aussi de recrutement. Aujourd'hui, en fait, j'ai souhaité inviter un expert financier, un architecte financier, afin que nous puissions aborder une thématique, celle de l'investissement immobilier pour donc des entrepreneurs et aussi pour les profils salariés. Et donc la thématique de ce jour, c'est vraiment de savoir quelles sont les clés pour entreprendre, investir et construire un patrimoine immobilier en France et en Afrique. Alors, bonjour Eric. Bonjour Blandine, comment vas-tu? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation pour voilà, partager ton expertise dans ce domaine. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Je suis très ravi d'être là. Et bonjour à tous les internautes qui nous suivent, tous les chefs d'entreprise qui nous suivent. Et j'attends tes questions. Très bien, merci, merci beaucoup en tout cas. Et je vais déjà commencer à préciser que le 13 juin à Lyon, Oui, le 13 juin à Lyon, il y a un bootcamp. C'est un bootcamp Mindset and Business. C'est un bootcamp en fait pendant lequel nous allons partager des clés en termes de mindset et aussi de stratégie business. Et j'ai le plaisir en fait de t'avoir aussi comme conférencier, comme panéliste lors de cette journée de tout à Bootcamp fait. Mindset and Business. Donc j'invite vraiment tous les entrepreneurs, les porteurs de projets qui sont intéressés par cette thématique de l'immobilier en France et en Afrique à venir vraiment participer au bootcamp parce que là, tu pourras leur apporter vraiment des conseils personnalisés. Donc vraiment, merci encore pour cette belle opportunité que tu vas offrir aux bootcampers qui seront présents. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir, avec C'est grand plaisir. gentil. Alors, je vais déjà commencer peut-être par te poser une question pour que pour que tu puisses te présenter auprès de toute ma communauté qui va te regarder, qui ne te connaît pas encore. Est-ce que tu peux un peu, voilà, te présenter, nous parler un peu de ton parcours, qui est Eric Dano? Merci à toi, Blandine, pour l'occasion que tu me donnes en fait de pouvoir m'exprimer aujourd'hui et m'adresser en fait à tous tes abonnés. En tout cas, je suis très ravi de cette invitation et pour moi, c'est une vraie opportunité aussi de pouvoir travailler ensemble et de s'apporter en commun justement nos expertises. D'accord. Donc, je signale que je t'ai connu, juste pour la petite histoire, grâce à ta petite vidéo, Avec voilà, Régine. ouais, voilà, avec Régine sur la colorimétrie. Tout à Et fait. ça m'a beaucoup touché. Je trouvais que c'était un très beau thème. C'est vrai qu'on ne fait pas attention aux couleurs qu'on porte, mais voilà, c'est juste la petite anecdote. Et Tout comme à ça, je fait. t'ai contacté et tu m'as répondu vraiment de façon très bienveillante. Ben, écoute, pour me présenter, je m'appelle Eric d'en haut, hein, pas d'en bas. Voilà, la petite blague. Et je suis français d'origine ivoirienne. Très Euh, bien. voilà, j'habite à Lyon pour ceux qui veulent savoir un peu plus. Et voilà, c'est beaucoup même plus simple parce qu'on a pu se rencontrer en vrai. Et voilà, donc j'ai une expérience assez essentielle et poussée dans l'immobilier, dans le financement de prêts immobiliers. Donc j'ai travaillé sur plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, on va dire à peu près 15 ans quand quand on fait donc le calcul, en fait, l'ensemble. Ah ouais, 15 ans. À peu Wow. près, oui, voilà, voilà, à peu près 15 ans avec quelques petites coupures dues au Covid. Et voilà, mais en tout cas, j'ai travaillé
à peu près 15 ans dans ce domaine-là. Donc, j'ai été, pour ceux qui le savent, au Crédit Immobilier de France en tant que conseiller financier partenaire où je D'accord, m'occupais en fait du financement de prêts immobiliers, donc de personnes particuliers qui achetaient des biens, qui faisaient de l'investissement locatif, l'investissement, la résidence secondaire aussi. Donc j'animais en fait un réseau de partenaires dans le deuxième arrondissement de Lyon qui m'apportaient des dossiers. C'était des agents immobiliers, des promoteurs, des conseillers en gestion de patrimoine. J'ai travaillé aussi chez beurto.com, le leader d'accord, voilà, du financement, le courtier numéro un en France, en tout cas en termes de popularité. Donc, j'ai travaillé en tant que salarié chez meilleurtaux.com à Lyon 9e, au Quai Jaïr, où j'ai été courtier en prêt immobilier pendant plus de 3 ans. d'accord. Là-bas aussi, donc j'ai travaillé en tant que salarié. Je m'occupais aussi justement de travailler avec plusieurs banques. Mon but était de trouver les meilleures conditions de prêt et d'aller négocier les taux pour mes clients. Il n'y avait pas que les Mhm. taux hein, qui étaient importants. Tu peux acheter un bien donc, avec un taux à 2% ou 1% sur 10 ans. C'est ce qu'on Ouais. négociait à l'époque. C'est plus le même taux aujourd'hui. Mais si tu as une très mauvaise assurance, eh ben, c'est pas intéressant parce que l'assurance représente à peu près 30% du coût de la mensualité. Donc, Ah je ouais, vais c'est énorme négocier. quand même, C'est ouais. énorme, bien sûr. Donc, quand je vais négocier le taux, je vais aussi également négocier les assurances aussi. Donc, essayer de coupler en fait l'achat, donc le financement avec un bon taux, mais aussi négocier avec la banque une meilleure assurance. Donc, on appelle ça souvent des assurances en délégation. Ça permettait justement d'avoir une rentabilité et une optimisation en fait de l'offre immobilière. Donc ça, c'est le travail du courtier, travailler en tant que salarié. Et puis après, je me suis mis à mon compte sur plusieurs années. Voilà. Donc, tu as créé ton Aujourd'hui, cabinet en fait. j'ai créé mon cabinet, le Covid m'a eu, mais on a continué à travailler. Voilà, des dizaines de clients qui, aujourd'hui, plusieurs années après, continuent de m'appeler en France pour les accompagner. Cependant, je leur ai dit, voilà, je me lance sur le projet africain. Donc, c'est pour ça que, D'accord. voilà, Donc, tu as changé j'ai ton lancé. positionnement, quoi. Un peu. On va dire que l'Afrique se développe énormément avec vraiment, comme on appelle, un fort taux de développement, avec une croissance économique qui est vraiment voilà, à la hausse, à deux chiffres d'ailleurs. Et comme on dit, les chiffres de l'OCDE disent que d'ici 2050, le PIB africain sera supérieur à celui de l'Europe. Ah Donc, ouais, carrément. exactement. Donc, c'est vraiment l'avenir et c'est maintenant qu'il faut se lancer. Donc, j'ai décidé d'accompagner la diaspora africaine au financement et à la structuration de leurs prêts immobiliers en Afrique. Mhm. D'accord, super. Merci déjà pour ta magnifique présentation. Tu as un magnifique parcours, franchement. Ouais, bravo à toi pour cette belle expertise, pour ces belles expériences que tu as. Merci. On va un peu, voilà, dans le cadre de notre échange, on va essayer de repartir ça un peu en deux parties pour voir d'abord l'approche pour les entrepreneurs surtout qui sont donc en France, pour Mhm. leur accompagnement déjà au niveau de l'investissement immobilier en France. Tout à Et fait. ensuite, on va voir effectivement une deuxième partie pour les membres de la diaspora ou bien tous ceux qui sont aussi intéressés par l'investissement en Afrique pour que tu puisses aussi nous apporter les clés à ce niveau-là, en fait, aussi. Donc, sur cette première partie, déjà, par rapport à l'emprunt, euh, à l'investissement immobilier en France, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que les banques, en fait, regardent réellement pour financer des projets immobiliers en France? Alors, pour là, soyons voilà, plus précis, hein. On va parler justement des entrepreneurs qui sont en fait les personnes que voilà, nous voulons, à qui nous voulons nous adresser aujourd'hui. Donc là, je vais parler précisément de ce que les banques regardent pour les projets des entrepreneurs. C'est ça, hein, Blandine, hein, si Oui, je... c'est ça, Oui, c'est ça. oui, c'est ça ta question. Merci à toi de me donner cette opportunité de pouvoir justement rentrer dans ce thème-là. Donc,
Sachant que, en fait, le projet des entrepreneurs, l'offre entrepreneuriale en termes de financement bancaire est une offre qui est assez spécifique, qui est complètement différente, en fait, de l'offre qu'on a auprès des particuliers. Beaucoup d'entrepreneurs pensent gagner beaucoup d'argent, mais ils pensent que en fait, cela suffit pour un prêt immobilier, alors que ce n'est pas forcément ça. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui parfois ont des revenus plus que importants par rapport justement à des salariés, mais ils sont refusés par des banques. Et pourquoi Effectivement. est-ce que cela se fait? Ben, cela se fait parce que les banques regardent des choses que les entrepreneurs ne voient pas forcément. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la banque ne regarde pas seulement le chiffre d'affaires. Le Ah ouais, chiffre d'accord. d'affaires, oui, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de global qui intègre beaucoup de choses. Donc, il faut pouvoir disséquer, en fait, à l'intérieur du chiffre d'affaires la véritable santé de l'entreprise. Donc, la banque va regarder la stabilité de l'entrepreneur. La stabilité, c'est-à-dire, est-ce que ben, c'est une entreprise qui est stable depuis un certain moment, qui dégage un certain revenu depuis un certain moment en Généralement, on général. parle souvent de 3 ans. Est-ce que tu confirmes ça? On dit qu'on regarde souvent les bilans sur 3 ans, les banques regardent les bilans sur 3 ans. Exactement, exactement. La banque va regarder effectivement les bilans sur 3 ans. Au bout de la troisième année, elle va se dire que voilà, l'entreprise a une certaine stabilité et va pouvoir donc justement avoir confiance. Après, en fonction justement du chiffre d'affaires et aussi de la gestion comment on appelle des comptes de l'entrepreneur, la banque peut aller sur 2 ans. Les 3 ans, c'est pas rédhibitoire, mais voilà, 2 ans, on peut aussi aller sur 2 ans. La banque va regarder le comportement financier de l'entrepreneur, comment est-ce qu'il gère ses comptes, et va regarder aussi la capacité réelle à rembourser éventuellement des crédits si l'entrepreneur prend des crédits. Par exemple, un entrepreneur qui peut faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais être refusé. Pourquoi? Parce qu'il a des revenus Ah ouais, irréguliers, oui, c'est ça, des d'accord. découverts fréquents, des crédits à la consommation, une absence d'épargne et une gestion bancaire qui est désorganisée. On va rentrer dans le détail, hein. Le chiffre d'affaires, ça impressionne énormément les réseaux sociaux, mais ça ne rassure pas la banque. Sur LinkedIn, on en voit beaucoup, hein, qui parlent de leur chiffre Exactement. d'affaires. Exactement. Donc, la stabilité des revenus, c'est très important. Donc, si l'entrepreneur se paye, hein, parce que voilà, se paye des revenus réguliers dans le temps, la banque va regarder comment est-ce que l'entrepreneur dégage en salaire. La banque va regarder l'ancienneté de l'activité et la visibilité, en fait, du projet dans le temps. Où est-ce que l'entrepreneur va? C'est important, le comportement bancaire, parce que la banque va regarder tout ça, tout ce dont j'ai dit, les découvertes bancaires, les incidents de paiement, les refus, les frais sur le compte, la Mhm. gestion au quotidien et la capacité d'épargne. La banque préfère souvent un entrepreneur qui gagne 4 000 euros de façon bien gérée par rapport à un entrepreneur qui gagne 12 000 euros, mais qui est complètement désorganisé. Donc là, D'accord. je pense que oui, c'est important. Là, on va en venir justement aux erreurs qui bloquent justement un Ouais, dossier. effectivement. Quelles sont ces erreurs-là? Quelles sont les Effectivement, erreurs qui donc bloquent un dossier auprès de la banque? oui, ben voilà, prenez des notes hein, pour vous les entrepreneurs qui nous regardez. Exactement. Je vais voir ceux qui sont Euh, connectés là. Il y a Héloïse qui m'a dit qu'elle allait se connecter. oui, Héloïse est Je vois connectée, qu'elle en est tout cas, je la connectée. vois très très N'hésite pas à bien. poser tes questions, Héloïse. Oui, n'hésite pas à poser des Mhm. questions à Héloïse si tu as des questions à poser. Donc, ce qui est important, le premier point, c'est mélanger les finances personnelles aux finances professionnelles. Professionnelle. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi indépendants, auto-entrepreneurs, qui n'ont qu'un seul compte bancaire. Et souvent, on voit le compte d'entreprise qui sert à recevoir voilà, des entrées des clients, à payer Netflix, à payer, faire ses courses, à envoyer de l'argent à la Mhm. famille, à payer les charges pro. Donc, voilà, la banque ne comprend plus rien. Elle voit que les revenus réels ne correspondent pas vraiment aux charges réelles de l'entreprise. Elle se D'accord. demande quelle est la charge financière, la santé financière de l'activité, parce qu'il y a tout qui est mélangé. Donc, le relevé bancaire raconte une histoire et la banque décide si cette histoire lui donne confiance. C'est ça, en fait, le relevé Ouais, tout était bancaire. basé sur la confiance en fait que la Ex- banque va avoir ex- pour exactement. l'entrepreneur, quoi. Exactement. Deuxième chose, c'est optimiser fiscalement au point de se bloquer. Donc, en fait, un entrepreneur, pour gagner 7 000 euros,
mais ne déclare que 2 000 € par mois pour réduire ses impôts. Malheureusement, sur le papier bancaire, entre 7 000 et 2 000 €. On voit que on a une faible capacité d'emprunt, les financements sont réduits et parfois on a des refus malheureusement parce que les entrepreneurs veulent tellement optimiser que voilà, ils n'arrivent pas à dégager réellement leurs propres revenus en ce que la banque voit en fait, hein. Donc, D'accord. oui, ce que certains économisent en impôts peut parfois leur coûter des centaines de milliers d'euros en capacité d'investissement, malheureusement. Donc, optimiser, mais optimiser avec beaucoup de, voilà, comment dire, de justesse, en fait, hein. Après, Et ça dépend puis, des objectifs, peut-être, des objectifs et des stratégies, effectivement, du chef d'entreprise, en fait, c'est par rapport à ben, ses projets aussi. exactement, sachant, et là, justement, on va y arriver, justement, par rapport au projet de l'entrepreneur, c'est que si il veut, comment on appelle, arriver, donc faire un financement, il ne faut pas lancer le dossier au dernier moment. En fait, le financement pour un projet immobilier, pour un entrepreneur, ça se prépare, mais vraiment très en avance. Le projet se finance, se prépare entre 6 et 12 mois. Donc, la banque va regarder Ouais. justement, oui, va checker en fait les relevés du compte entre 6 et 12 mois. Donc, entre 6 et 12 mois, il faut voilà, rentrer dans le rang. C'est C'est comme ça. quand on Il faut passe, cocher les cases, quoi. exactement, c'est comme quand tu passes le permis de conduire. Tu vas faire tous les contrôles de façon exagérée, fais tout ce que l'inspecteur aime bien, mais en fait, c'est pas ce que Exactement. tu vas faire en vrai dans la vie de tous les jours. Donc, tu vas exagérer tous les mouvements, tu vas contrôler le retour intérieur, extérieur, avant de mettre le clignotant, braquer à gauche, à droite. Enfin, voilà, Ouais. pour te dire à peu près qu'un dossier pour un entrepreneur ne se prépare pas du jour au lendemain. Donc, il faut être suivi et être coaché pendant 12 mois à peu près pour assainir ses comptes. Voilà un peu comment ça se passe. Il faut avoir aussi un profil, comment devenir un profil finançable, il faut Ouais, stabiliser effectivement. sa rémunération. Il faut stabiliser sa rémunération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de l'argent quand il y en a dans le compte. Il faut se verser un revenu fixe chaque mois. Autant se verser 1 000 € par mois. Là, la banque se dit, voilà, l'entrepreneur est capable de se verser 1 000 € par mois. Elle peut payer en fonction de ces 1 000 € 33% de ces 1 000 €, 40% de ces 1 000 € Ouais. que aller piocher dans le compte, voilà, quand il y en a. Donc, ce que moi je conseille aux entrepreneurs, c'est d'avoir deux comptes vraiment bancaires différents. Un Deux compte camps pro, distincts, quoi. oui, Ouais. voilà, un compte pro qui sert vraiment à payer les charges uniquement de l'entreprise et un compte perso, en fait, qui sert à, voilà, se verser de l'argent, un salaire. Et il faut bien libeller tous les virements qu'on se fait sur le compte perso. Quand tu te fais un virement, eh ben, tu mets un virement salaire du mois de mai, par exemple. Mais il faut Donc, que les informations soient claires, en fait. il faut vraiment libeller tout. Il faut que la banque Ouais. voit ce qui rentre, ce qui sort, la provenance des fonds. Quand les fonds aussi partent, il faut vraiment regarder tout ça. C'est très important. Parce que la banque n'est pas rassurée quand il y a beaucoup d'espèces aussi qui rentrent dans le compte pro sans Ouais. savoir d'où ça vient. Donc, c'est très important. Donc, par rapport au blanchiment d'argent, Bien c'est important sûr. aussi. Ouais, ouais, ouais. Et il faut assainir ses comptes, il faut éviter les découvertes bancaires, il faut réduire les crédits à la consommation, il faut créer de l'épargne et séparer vraiment le compte perso du pro. C'est à peu près ce que je dis. D'accord. Voilà. Et donc, et selon toi, quelles sont les stratégies alors pour accéder plus facilement au crédit? Eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un professionnel, il faut vraiment préparer son dossier à l'avance. Il faut prendre du temps. Il faut que vraiment le dossier, on ait déjà la vision d'acheter dans 12 mois, par exemple. Et là, je commence à stabiliser en fait mes revenus. Donc, je vais D'accord. me payer 2 000 € par mois, mais vraiment me stabiliser sur ces revenus, mais vraiment de façon constante en fait. Il faut que tu arrives à dégager au minimum, tu vois, 2 000 € pour toi. Pour 1 500 €, tu te dégages ça, la banque va prendre 33% à 40% de ses revenus en fait pour pouvoir te faire calculer ta capacité d'emprunt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de Ouais. façon concrète, si je fais par exemple allez, 2 000 €, qu'est-ce que je vais dire? 2 000 €, tu te verses 2 000 €, si la banque prend 35% de ses revenus, eh ben, elle va aller sur 700 € par mois comment on appelle, de, de mensualité à ne pas dépasser.
et qu'elle elle va calculer ça, elle va dire, voilà, toi, tu peux acheter pour 700 euros par mois et Ouais. elle va donc te faire un prêt en fonction justement de ces 700 Pour euros ne que tu pas dépasser son seuil d'endettement aussi, quoi. Ouais. ça, son taux d'endettement. C'est très important. Donc, les meilleurs dossiers doivent se préparer à l'avance. Il faut que la banque voit réellement ce que toi, tu peux dégager par mois pour, financer en fait ton prêt. Il faut travailler aussi également avec les bons partenaires, donc travailler avec un courtier, avec un expert comptable, avec un conseiller patrimonial, avec un architecte financier comme moi, et pour vraiment justement arriver à trouver le bon mood, le bon mindset pour assainir ses Mm. comptes. Ouais, est-ce que je me suis rendu compte que souvent, effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise ne préparent pas leur dossier en amont et vont et se précipitent à aller présenter un dossier auprès de la banque et malheureusement essuient un refus. Tout simplement Exactement, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette préparation en amont, comme tu dis, quoi. Ils n'ont pas exactement. anticipé leur projet, en fait. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment être très intelligent par rapport à ça. Mieux vaut perdre 12 mois à préparer son dossier ou 6 mois pour ceux qui sont les plus pressés, hein, à préparer son dossier, à le structurer de façon intelligente, à éviter justement ces incohérences dans les comptes bancaires. Souvent, c'est ce que la banque regarde avant même le chiffre d'affaires. Euh, et essayer d'avoir et de se donner toutes les chances pendant 6 mois se discipliner, se structurer pour pouvoir atteindre son objectif, perdre, on va pas dire perdre 6 mois, mais parce que ces 6 mois seront vite rentabilisés. Donc voilà. Ça, il faut le faire, mais ne pas se précipiter comme un particulier qui va acheter, qui va aller voir un bien, et puis un coup de cœur, je vais acheter 3 mois pour Mm. acheter, il fournit 3 mois de relevé de compte, et puis c'est bon, on passe à autre chose. C'est pas pareil pour Ouais, l'entrepreneur, malheureusement. Ça prend un peu plus de temps. Il faut super. aussi savoir acheter intelligemment. Je pense qu'il faut commencer par un petit investissement. Ça peut être un investissement locatif, un projet qui génère des revenus. Justement, voilà. Et puis, bon, un entrepreneur aussi, bien sûr, peut s'acheter sa résidence principale. Ça, c'est pas un Et toi, problème. qu'est-ce que tu conseilles alors? Parce que c'est souvent cette question, un peu, je dirais, la sempiternelle question, de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on achète en premier? Est-ce qu'on achète ce bien-là, qui sera le bien locatif, qui sera l'investissement locatif en premier, et on reste locataire? Ou alors, on achète d'abord pour sa résidence principale? Quel est ton avis sur cette question? Alors, la question, elle est un peu, voilà, elle est un peu, on va dire, piège dans le sens où, en fait, quand tu vas aller présenter ton dossier auprès de la banque va voir, va se dire, Euh, est-ce que tu as déjà une résidence principale qui est déjà financée, qui est déjà à toi, un patrimoine à toi, avant de te lancer dans un projet locatif? En général, pour les particuliers, c'est ce qu'on regarde. On regarde d'abord, comme on appelle, la cohérence du dossier comment dire ça, la cohérence en fait du client par rapport à son projet là. Il faut que son projet corresponde exactement en fait à l'investissement locatif. On se dit, voilà, quelqu'un qui est particulier, qui va acheter un bien immobilier, qui n'a pas encore commencé à rembourser un crédit immobilier, va aller acheter un bien locatif. Est-ce qu'il est capable déjà de rembourser un crédit, un crédit immobilier? Est-ce qu'il est capable de rembourser un crédit dans le temps avant de se lancer? Donc voilà, ça s'appelle le profil investisseur en tant que particulier. Alors, pour les entrepreneurs, effectivement, ce profil investisseur, on peut le développer aussi par, justement, on peut acheter un bien locatif, un petit bien locatif qui génère déjà des revenus. La banque va voir que le projet est cohérent. Un petit locatif, pas un gros, un dossier à 1 million d'euros, mais un projet cohérent qui génère des revenus. Et la banque va regarder ça. Elle va dire, voilà, lui, il fait des projets intelligents. Il a acheté un bien, ça lui génère 400, 500 euros par mois. Ça stabilise en fait. Par exemple, tu peux avoir une mensualité de 500 euros. Ton bien te rapporte 400, 500 euros à la location. Tu es déjà autofinancé. Mhm. Automatiquement, ben, voilà, la banque va se dire, lui, il est intelligent, on peut le suivre. Il n'y a pas de juste réponse concernant justement l'investissement. C'est vraiment le profil investisseur qu'on voit, que la banque va juger. D'accord. Et j'ai aussi une question, enfin, ce qui m'a souvent aussi frappé en France, c'est cette méfiance des banques à l'égard des profils en fait d'entrepreneurs. Comment tu expliques cette méfiance-là par rapport à des profils salariés où les banques vont te dire, bah, en fait, quand tu es salarié, tu as un CDI, ok, on va te faire le prêt un peu plus facilement quand même que si tu viens et que tu es un entrepreneur, un chef d'entreprise, que même si tu fais on me disait, même si tu fais des super bons chiffres,
la banque ne va pas te suivre par rapport à ce profil chef d'entreprise, en fait. Comment tu expliques toi, cette méfiance des banques, en fait? Parce que en fait, tout repose en fait sur la personne du chef d'entreprise. Tu vois. C'est-à-dire que en fait, son chiffre d'affaires repose sur lui. Il y a beaucoup de risques en fait que le chef d'entreprise prend quand il monte une entreprise. Donc, le risque doit être le plus minimisé possible. La banque, quand elle fait un prêt, elle ne fait pas un prêt en regardant simplement ton revenu. Elle va faire un prêt parce qu'elle va minimiser le risque qu'elle prend à te faire du chiffre d'affaires. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, même moi, quand j'étais courtier en prêt immobilier ou conseiller financier, j'avais accès, en fait, à ce qu'on appelle le FIBEN. Le FIBEN, c'est un répertoire qui permet, en fait, de voir la santé des entreprises. C'est classé de A jusqu'à G, tu vois. Donc, plus Mhm. tu vas sur G, c'est comme le Nutri-Score. Plus Ouais, tu vas à G, plus la santé de ton entreprise est menacée. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ouais, Voilà, donc on regarde, donc la banque va aller checker en fait justement ce FIBEN pour les sociétés et pour les autres entrepreneurs. Eh ben, elle va simplement regarder en fait le profil même de l'entrepreneur, va regarder la stabilité de son activité, si son activité est porteuse. Une personne qui est, on va dire, auto-entrepreneur dans une activité fiable, stable, comme par exemple le nettoyage. Nettoyage, quelqu'un qui a une entreprise de nettoyage. Il y a des activités qui sont ciblées plus à risque que d'autres. Une d'accord. personne qui est auto-entrepreneur, qui est à son compte, mais qui va aller s'occuper, être dans la santé, on va dire que son activité est beaucoup plus stable par rapport à une personne qui se lance sur les réseaux sociaux, qui est influenceur, par exemple, tu vois. D'accord. Ouais, je vois. Tu vois un peu. Donc, il y a Ouais, des ouais. activités qui sont plutôt euh, scorées, on appelle ça le scoring, qui sont Mhm. scorées finançables et non finançables. Donc, l'entrepreneur, pour répondre à ta question, l'entrepreneur est beaucoup plus à risque parce que tout repose sur sa propre personne. S'il fait un mauvais chiffre d'affaires, c'est sur sa propre personne. S'il prend des mauvaises décisions, c'est sur sa propre personne. S'il tombe malade, c'est sur sa propre personne. Donc, il y a beaucoup plus à risque par rapport à un salarié qui travaille et qui est couvert en quelque sorte par une entreprise qui le sécurise en lui versant des revenus réguliers. Oui, mais non, je comprends effectivement les arguments que tu évoques, mais j'aurais envie de te dire, le prêt aussi, enfin, il y a aussi une assurance de prêt, tu vois, pour couvrir aussi le prêt. Et que le salarié qui est en CDI, il subit aussi l'aléa peut-être de se voir licencié du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire aussi. Donc, il y a autant les mêmes risques, mais c'est vrai que les banques, j'ai remarqué en tout cas en France, ont cette méfiance souvent vis-à-vis des chefs d'entreprise, peu importe le chiffre d'affaires qu'ils peuvent faire ou le type de profil. C'est beaucoup plus difficile, en fait, quand on est voilà, entrepreneur, d'avoir accès au crédit. Et c'est pour ça qu'il y a certains entrepreneurs qui vont aller vers d'autres voies que les banques classiques pour pouvoir obtenir des financements, surtout pour le financement immobilier. Tu vois. Je ne sais pas si tu as Exactement. d'idées d'autres offres, à part les banques classiques, qui peuvent permettre d'obtenir du financement pour l'immobilier, par exemple. Ben, écoute, pour les autres alternatives, merci Laurie Gekam pour ton commentaire qui me fait plaisir. Merci, mon ancienne, elle travaillait avec moi dans une association. Ah, d'accord, super. Ouais, Laurie, elle est super sympa. Merci Laurie, là. Ouais, coucou, Euh, Lauril. oui, et en fait, donc il y a des alternatives, il y a des microcrédits en fait pour les entrepreneurs. Pour accéder en fait à des financements, il y a des organismes tels que la DIL qui font des prêts, mais des prêts vraiment pro. Voilà. Et puis il y a aussi des courtiers en gestion de patrimoine, des Mhm. conseillers en gestion de patrimoine qui vont eux en fait orienter en fait l'entrepreneur vers des systèmes en fait de placement qui vont lui permettre de générer du revenu et D'accord. qui vont lui permettre en fait de pouvoir développer du patrimoine. Ok. Un entrepreneur qui a du patrimoine est plus finançable par rapport à un entrepreneur qui n'a pas de patrimoine, Patrimoine, malheureusement. d'accord. Voilà. Parce que la banque va se dire, voilà, cette personne-là, on peut prendre même des garanties réelles sur ses biens, tu Ok. vois.
Voilà. Après, il y a des organismes comme la DIL qui financent des microcrédits, mais ce n'est pas vraiment du financement avec un volume assez important. Donc, le secteur Ouais. bancaire est un peu a un peu le lead sur le financement des prêts en France, malheureusement, pour l'instant. Après aussi, je sais, les systèmes de levée de fonds qui se fait aussi, ou du crowdfunding aussi, pour Il y a certains aussi projets. justement ce genre de système en fait avec des business angels qui vont investir sur toi, mais c'est plutôt lié pas à ta vie propre, à acheter ta propre résidence principale ou à faire ton petit investissement locatif. C'est plutôt voilà, ils croient à ton affaire, à ton business et ils vont te prêter Ouais, de l'argent en ils m'ont fait, hein. prêté. Mais après, si on parle justement, moi je parle de financement immobilier, je ne parle pas de financement du business. Ça, c'est encore différent par rapport Mhm. à... voilà, il ne faut pas confondre les deux, tout simplement. Ok. Là, on va aborder maintenant la deuxième partie. Hein. Donc, on a dit, voilà, tourner vers la diaspora, donc que tu accompagnes hein, pour les financements, cette fois-ci en Afrique. Oui. Euh, Selon toi, par rapport aux investissements en Afrique, quelles sont les erreurs fréquentes qui coûtent cher pour les investisseurs? Mais écoute, merci d'aborder cette question qui me tient à cœur. C'est que, en fait, beaucoup de membres de la diaspora ont un rêve, c'est construire en Afrique. Mais entre le rêve et le patrimoine rentable, il y a une stratégie et il y a des erreurs fréquentes que les membres de la diaspora font, malheureusement, qui leur coûtent très cher. Premièrement, c'est construire de façon émotionnelle. C'est-à-dire qu'une personne va construire une très grande villa familiale, comme tu l'as évoqué la dernière fois lors de notre live, une Ouais. grande villa familiale sans réflexion patrimoine, sans rentabilité et sans revenus générés. Cette villa, ben, elle est bien pour la fierté personnelle, pour la fierté Pour familiale, l'ego? hein. Pour l'ego, voilà, j'ai une super grande villa. Moi, personnellement, j'ai un terrain de 400 mètres carrés qui est les pieds dans l'eau à Abidjan. Waouh! Ouais, magnifique. Bah, tu viendras J'ai un hâte. jour, voilà, voir ça. C'est à Yopougon et Ah ouais, Yopougon, ouais, génial. voilà, la plus grande commune d'Abidjan. Ouais. Et je pensais justement à construire une grosse villa. J'avais fait un joli plan. euh, Tu sais, les villas contemporaines, tu vois, Waouh, ouais. un peu style Beverly Hills, machin, Oh Melrose là là, mais Place la et classe, tout. quoi. Voilà, avec une piscine et tout, avec une Waouh, vue le directe rêve, sur quoi. sur la lagune et briller. Ouais. Ah, j'étais heureux comme ça. Et ça, c'était il y a 10 ans en arrière. Il y a le projet du cœur, ça c'est le projet du cœur, quoi. Ça, c'est le projet du cœur. Ah ben, 10 ans après, j'ai réfléchi, je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, j'en parle à ma mère et ma mère me dit, mais Eric, moi, je suis pas. En fait, tu vas construire un super bel. Mais est-ce que, en fait, tu vas te retrouver seul dans ce coin et pour moi, j'ai peur que tu vives là-bas tout seul parce que, Ah voilà, ouais. il n'y a pas d'habitation autour de toi pour l'instant, machin. Donc, maman, ma mère me dit, mais non, je préfère pas que tu construises ta résidence principale là-bas, mais fais plutôt, et c'est moi qui suis venu la voir avec un gros projet locatif qui était construit en fait un R+1 avec une dizaine de studios et tout ça. D'accord. Puis je suis en train de spoiler mes propres projets, désolé. Et justement, c'est pour éclaircir en fait la diaspora, pour dire que en fait, ma vision, elle a changé parce que voilà, j'ai réfléchi aujourd'hui de façon stratégique. Et étant dans le domaine, bah, je ne veux pas donc me mettre des charges, je ne vais pas mettre une maison vide la plupart du temps, avec aucun retour sur investissement. Tout à Donc, fait. un bâtiment doit être plutôt un actif et pas seulement une fierté familiale. Donc, j'ai dit, voilà, je vais construire une dizaine de studios et Ouais. mettre ces studios en location. Ah Bah ouais, oui, bah là, oui, là, c'est le plan intelligent, là. bah oui. Et c'est ce que la diaspora, en fait, doit faire. En fait, on peut, en fait, faire un projet mixte entre résidence principale ou secondaire au pays, mais à côté de ce projet mixte, je propose que, voilà, on fasse donc quelques studios à côté. Moi, j'ai un Tout à ami qui avait fait. un terrain de 600 mètres carrés, qui a fait sa résidence principale avec un R+1. Il avait le haut et le bas pour lui et sa famille, même un R+2.
Et tout autour, il a fait 12 studios qui lui rapportaient, généraient des revenus. Ah ouais, ça Donc c'est ça, le c'est bon ça plan, ça. ouais, ça, c'est ça le projet en fait intelligent que moi je conseille en fait aux membres de la diaspora. La deuxième erreur que les gens font, c'est qu'ils envoient de l'argent sans contrôle au pays. Il n'y a pas de suivi de chantier, ils font confiance aveuglément, il n'y a aucun reporting et il n'y a pas de contrat quand ils n'achètent pas avec un contrat, ils achètent à la confiance. C'est basé sur la confiance, une confiance un peu aveugle finalement. Très aveugle, désolé pour eux, hein, mais Ouais. souvent, ben, on se retrouve avec un chantier arrêté, dépassement du budget, des malfaçons et des conflits familiaux parce que ouais, tu as envoyé de l'argent à ton cousin ou bien à ton même, même tes propres parents au pays qui vont te t'arnaquer en fait, qui vont prendre ton Ah argent. ouais, c'est grave, Malheureusement, quoi. ouais, c'est dommage. Voilà. Mm, mm, mm. Voilà un peu Mm. la question. Donc, ouais, donc voilà un peu les erreurs que tu penses voilà, que ça coûte assez cher, hein, le fait de ne pas vraiment réfléchir avec un plan voilà, stratégique intelligent pour optimiser, plutôt en termes de revenus, comment ça va nous rapporter des Exactement. revenus, plutôt que d'être un Exactement. passif en fait. C'est de dire, bah, je vais Exactement. faire une construction qui va représenter un actif et non pas seulement un passif pour mon plaisir finalement personnel de dire, bon oui, j'ai construit, mais en fait, on peut aller peut-être sur un bien mixte C'est où on ça. va avoir le bien, le projet, on va dire, du cœur, et à côté, on va faire quand même du bien de l'investissement locatif qui va nous générer aussi des revenus. Comme ça, on Exactement. optimise finalement son terrain, par exemple, quoi. Exactement. C'est plutôt dans ce Et cadre-là. justement, Donc, quand on avoir un plan passe par un intelligent. prêt immobilier, le projet locatif à côté va même autofinancer en fait le prêt que tu as fait pour construire ta résidence. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu vas, par exemple, faire un projet à 1 500 € de crédit par mois. Eh ben, les biens que tu vas louer, ben, ils vont te générer peut-être 2 000 à 3 000 €. Ça t'autofinance et ça te rapporte même des revenus locatifs. Exactement, exactement. Donc ça, c'est important effectivement d'avoir la bonne stratégie patrimoniale avant de se lancer sur un bien, en plus à l'étranger, où on n'a pas les yeux finalement sur le projet en lui-même, hein, on est à Exactement. distance, donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors selon toi, comment alors sécuriser ces projets, surtout quand on fait partie de la diaspora, on n'est pas sur place, comment on sécurise ces projets immobiliers en Afrique? Ben, premièrement, il faut vérifier les documents. Donc, très important, le titre foncier. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a l'ACD. Euh, voilà. Laurie l'a dit, optimiser la résidence principale avec des studios en location à côté qui autofinancent. C'est exactement ça. Merci, Laurie. Merci Laurine. On est dans la vision. On est dans la vision. Merci. Merci, Laurie. Là. Et non, elle a tout à fait tout compris. Donc, il faut, comment sécuriser ces projets? Il faut vérifier le document, le titre foncier. Est-ce que c'est un titre foncier qui est valable? Donc, l'ACD, l'arrêté de concession définitive, moi qui suis ivoirien, c'est le titre foncier suprême en fait qui valide que eh ben, ce bien est véritablement un bien qui appartient à telle personne et qui va te le vendre à toi, pas un bien qui appartient à plusieurs personnes en fait. Voilà, D'accord. Oui, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de litiges sur les exactement, terrains, en fait, le foncier, exactement, dans exactement. plusieurs pays en Afrique, hein, même au Cameroun, je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes de cet ordre-là. Oui. Exactement. Donc, le permis, il faut vérifier aussi quand on veut construire. Ben, il faut vérifier aussi si on a un permis de construire, éventuellement. Il faut passer par un permis de construire. Les gens se mettent à construire des biens sans même faire des fouilles de sol, sans même savoir que le terrain fait partie du plan de l'urbanisation, sans Ouais. vérifier si le terrain est approuvé par l'État. Tu construis un R+7 sur un bien, un terrain qui peut supporter un R+2. Ah Finalement, en ouais, d'accord. finalité, ton immeuble va s'effondrer. On a vu des immeubles s'effondrer en plein Abidjan parce que c'était des constructions anarchiques. On a vu des biens cassés parce que ben, la route devait passer là. Ah ouais. Des Et erreurs qui l'État, coûtent cher, quoi. des erreurs qui coûtent très cher. Donc, il faut passer Mm. par un permis de construire. Euh, il faut identifier aussi le vendeur, savoir qui il est véritablement. Si c'est voilà, si c'est pas plusieurs personnes qui te vendent le bien en même temps, si c'est pas un projet familial, s'il y a des litiges familiaux dedans. Et donc, Ouais, sécuriser de façon juridique, en fait, ton achat en passant par aussi un notaire agréé qui va justement tout à fait. vérifier si les papiers sont valables au cadastre et également si voilà, les papiers sont valables en checkant, en fait, qui est véritablement
le, le détenteur du bien. Il faut travailler aussi avec des professionnels, comme je l'ai dit. Tout à fait, il ne faut pas se lancer tout seul, quoi. Il ne faut pas se lancer tout seul en se disant Non, il c'est faut être bon. accompagné, il faut être accompagné. Donc voilà, moi, mon travail, c'est aussi d'accompagner de façon stratégique l'achat et l'investissement au pays. Donc structurer déjà le dossier financier, structurer veiller à la sécurité technique du bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des biens qui sont dans le cadastre, qui respectent le plan de l'urbanisation, qui ne sont pas, voilà. Troisième chose, ben, il faut avoir une sécurité juridique en fait en passant par un professionnel qui est un notaire qui va justement aller voir si tous les documents ne sont pas des faux et sont Tout à des fait. vrais titres de propriété, Authentique, parce qu'il y a quoi. des vrais faux, oui. Donc, essayer de faire moins cher peut parfois coûter très cher. Écoutez, ouais. Voilà, donc, il faut passer par des experts comme moi, par exemple, et qui va travailler en fait avec des acteurs vrais, des acteurs sécurisés, Mhm. validés, des promoteurs validés, agréés par l'État, des terrains sécurisés, avec des notaires qui sont vraiment au barreau, qui sont inscrits à la Chambre des notaires. Et tout ceci là, ben, c'est un investissement au départ, mais ça garantit en fait des pertes et une sécurité dans 15 20 ans, en fait. Tout à fait. Et je sais que pour avoir échangé avec beaucoup de membres de la diaspora qui se posent souvent cette question, c'est de savoir comment obtenir des financements bancaires quand on fait partie de la diaspora. Comment obtenir des financements bancaires pour nos investissements en Afrique? Eh ben, les financements bancaires existent en Afrique je suis bien placé pour le dire puisque c'est mon domaine. Je travaille avec des partenaires bancaires qui sont des partenaires qui ont l'habitude de financer aussi la diaspora, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a des banques qui sont là, qui sont comme par exemple NCA Bank, comme EcoBank, en fait, qui travaillent pour financer justement des personnes de la diaspora. Et il faut savoir aussi que les banques ont besoin en fait de, des devises étrangères. Les devises, là actuellement, il y a la Côte d'Ivoire qui va faire en fait une levée de fonds, des fonds de la diaspora. Il y a on attend plus de 600 milliards Ah ouais, ok. oui, de francs CFA qui vont être levés par les personnes de la diaspora. Et ce sont des chiffres qui sont colossaux. Voilà, la diaspora en ramène énormément d'argent et les banques en ont besoin. Donc, il y a des choses que nous, on peut en fait mettre en avant pour une banque pour qu'elle puisse financer le dossier. Comment être finançable en Afrique? Il faut structurer simplement son dossier. Un dossier mal structuré, ben, en fait, on dira que les banques ne financent pas en Afrique. Mais un dossier bien financé, qui est bien structuré, avec une partie euh, identité, une identité bien vérifiée par la banque, par moi-même d'ailleurs, un projet bien identifié, une partie charge avec les comptes bancaires bien sécurisés, bien clairs, bien propres, avec une partie, comment on appelle, épargne ou pas. Ça, c'est des choses, des actifs en fait qui permettent en fait aux banques de pouvoir aller sur un projet. On peut dire que la banque en fait elle a besoin en fait d'une cohérence dans le dossier et puis aussi d'un apport dans qu'est-ce que la banque va pouvoir vendre en fait aux clients. Donc, quel est le produit net bancaire que la banque va pouvoir développer quand elle va financer un bien? Qu'est-ce que Ouais. le client peut lui apporter? Est-ce que le client va prendre une carte bleue? Est-ce que le client va prendre une assurance? Est-ce que le client va prendre une assurance décennale? Est-ce que le client va prendre une assurance, comme on appelle, décès, invalidité? Est-ce que le client va prendre, domicilier ses revenus? Est-ce que le client va domicilier son épargne? En fait, quand la banque voit tout ça, quand tu places tous ces pions auprès de la banque elle se dit, mais mince, j'ai intérêt plutôt à financer, même si je suis réticent. Et Mhm. ça, c'est une stratégie. Il y a une façon de monter ce genre de dossier qui fait que, voilà, quand moi, je vais arriver à en déposer un dossier structuré d'avance, je ne garantis pas l'accord, mais je dis qu'on a plus de chances de pouvoir avoir Ouais, un ouais. crédit. En tout cas, tu vas optimiser vraiment le dossier pour que, y ait, voilà.
exactement, 95% de chances que ça aboutisse en fait à un accord de la part de la banque en fait. exactement. Ouais. Où est-ce qu'il faut acheter? L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Quand tu veux faire un projet immobilier, c'est l'emplacement 1, l'emplacement 2 et l'emplacement 3. Il n'y a pas autre chose pour que ton bien soit revendable. Voilà. Euh, Quand j'achète par exemple un bien, ben, par exemple, allez, je ne minimise pas, mais si j'achète un bien au Mas du Taureau, il n'y aura pas la même valeur que si j'achète un bien à Tassin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, bien sûr. euh, est-ce que la banque va vouloir se lancer dans un projet euh, au Mas du Taureau qu'un projet à Tassin? Il y a ça. Surtout, si tu veux faire un investissement locatif, quelle sera la valeur vénale du bien quand la banque, en fait, si jamais tu es défaillant et que la banque veut récupérer son bien, comment Mhm. est-ce qu'elle va pouvoir se... Quand la banque, elle fait un prêt, elle se dit, premièrement, est-ce que le client est finançable? Deuxièmement, si le client n'est pas finançable, comment est-ce que je peux récupérer mon argent? Est-ce que le bien que je vais financer aura de la Ouais, valeur quand je vais le récupérer? exactement. Donc, Ouais. elle va regarder la valeur du bien et la, comment on appelle, ben, le bien qui va prendre de la valeur au La fur et à mesure du valorisation temps. finalement, La oui, j'ai bien compris. valorisation, merci beaucoup, du bien avec le temps. Donc, c'est cette estimation que la banque va regarder avant. Et aussi la structuration de façon plus intelligente. Par exemple, tu veux acheter un bien, mais tu n'as pas en fait un projet clair et cohérent. Je vais construire une grosse villa. Pas de problème. La banque va regarder, mais OK, il y a des charges, il faut rembourser ces crédits-là. Mais est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre? Et Si la en banque fond, demande souvent aussi d'avoir un apport aussi, la plupart et des la banques. banque va, et effectivement, même si tu n'as pas d'apport, il y a une façon aussi de monter le dossier de sorte qu'en fait, le dossier soit rentre en fait dans les coûts de la banque, en fait, tu vois. Effectivement, la banque va demander un apport entre 10 et 20% pour financer, pour pas Même au niveau des banques qui sont en Afrique aussi, ce sont les mêmes conditions. ben, Par exemple, en justement, Côte d'Ivoire, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire. ben, oui, les banques en Afrique aussi regardent aussi l'apport que tu vas apporter. L'apport, ce sont des devises qui sont fraîches pour la banque, effectivement, tu vois. Mais si tu n'as pas forcément d'apport et que tu montes ton dossier dans une stratégie patrimoniale, patrimoniale durable, c'est-à-dire que ben, je vais acheter un bien, mais je vais transformer l'appartement, la résidence principale, en actif, donc en résidence locative qui va générer des revenus et Mhm. qui vont être domiciliés dans la banque. Ouais, c'est différent. Du coup, Tu ouais, vois, ouais. il y a cette façon aussi de monter le dossier pour qu'il soit plus, on va dire, entre guillemets, plus sexy pour la banque. Tu vois, D'accord, plus bankable, quoi. plus bankable. Et voilà. Et quand tu montes ce dossier avec cette stratégie, en fait, de cette structuration intelligente, eh ben, tu peux. En fait, nous, on a une technique. Moi, j'ai une technique, en fait, de pouvoir. En fait, l'argumentation du Ne dossier, partage pas tous tes secrets non plus. je ne peux pas. Justement, l'argumentation du dossier me Venez au bout de permet, en camp, les fait, amis, venez au bout de camp. et Le 13 justement, c'est ce juin. qu'on va voir au Il bout de va temps. vous dire. L'argumentation du dossier permet justement de pouvoir mieux structurer un dossier et permet de le faire passer, le même dossier, sans argumentation par rapport à un dossier qui est mal monté et qui est fouillé en fait. Ouais, ben le 13 juin, si vous êtes à Lyon, même si vous n'êtes pas à Lyon, venez, vous allez rencontrer directement Eric. Il va vous donner des conseils personnalisés parce que là, c'est vrai que c'est des conseils d'ordre général. Chaque profil, selon sa difficulté, selon sa problématique, tu pourras effectivement apporter des conseils personnalisés. Ce sera ça l'intérêt aussi voilà, de te rencontrer au Bootcamp Mindset and Business à Lyon, aux compagnies de la Part-Dieu. Donc, les amis réservés vraiment vous passent. Hein. Lauril, j'espère que tu seras des nôtres, que tu viendras aussi pour participer à cet événement, bon, pour vraiment partager voilà, les stratégies business et les stratégies aussi pour aller diversifier ses revenus. Parce que même si on est dans un domaine d'activité, c'est toujours intéressant effectivement de partir sur une diversification de revenus à travers le levier puissant de l'immobilier, hein, pour lequel tu accompagnes très bien donc les membres de la diaspora, donc en France et aussi en Afrique, hein, plus particulièrement en Côte d'Ivoire. J'avais aussi une question par rapport à l'Afrique, c'est qu'on parlait de l'Afrique de manière générale.
Quel est le top 5 des pays en Afrique où il faut investir là en 2026, quoi? Quel est ton top 5? Alors, selon moi, mon top 5, bah, je suis un peu chauvin, je vais parler de la Côte d'Ivoire en premier. Number one, ok, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, deux, actuellement, il y a le Bénin qui est en train de bouger là, ça bouge énormément au Ah Bénin. ouais, top 2, Ouais, pour moi, ce Bénin. serait ouais, le top 2. Waouh. Ouais, top 3, le Sénégal, mais Yes. il y a une façon de structurer donc les projets là-bas parce que bon, ils sont pas très accros au prêt immobilier parce que c'est un pays, on va dire, avec une philosophie différente, parce que c'est un pays musulman. Donc, ce sont pas les D'accord. banques, Ah oui, voilà, il y a une donc façon, selon le pays, les stratégies ne vont pas être les mêmes en fait, eh effectivement. Ouais, oui, ouais. selon les pays, les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un pays D'accord. musulman, ils font pas de prêts avec intérêt. Ah ouais, ok. Donc, il y a une façon aussi de passer par voilà, une structuration qui te permet de monter ton dossier intelligemment. Donc, voilà, les banques, tu vas pas aller présenter un dossier de prêt immobilier classique comme ça au Sénégal, tu comprends? D'accord. Voilà, il y a une façon en fait de poser un dossier pour pouvoir, voilà. Et puis, actuellement, le Sénégal, les prix explosent C'est à en train Dakar. d'exploser là. Ouais, c'est Ouais, ce à qu'on m'a dit aussi. Dakar, Ouais. tu peux même pas acheter. Waouh. Ouais, ouais. Et puis, le quatrième pour moi, bah, ce serait le Congo. Le Congo. Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Congo-Brazza. Congo, Brazza. Ok. Congo-Brazza, vraiment, là, je me suis beaucoup appesanti. J'ai fait pas mal de lives. Donc, si vous voulez voir mes lives sur le Congo-Brazza, et notamment sur la Côte d'Ivoire. On va arriver au Bénin, le Togo aussi, sur mes lives. Donc, vous tapez Eric dans Finance sur YouTube et vous verrez mes lives. Je suis Mhm. disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc voilà, vous pouvez suivre aussi mes directs où vraiment on parle de chaque pays et on parle des opportunités d'investissement dans chaque pays. Donc, le Brazza, notamment vers les deux tours jumelles à Brazzaville, où D'accord. vraiment, voilà, il y a des super biens là-bas, notamment un projet, je me suis dit, tu regardes le projet, tu as l'impression d'être en Europe, et Ah c'est ouais, tellement ok. beau, c'est Et en magnifique. termes de rentabilité aussi, les rentabilités sont intéressantes sur l'investissement en Afrique, hein. Ah oui, en termes de rentabilité, parce que là-bas, c'est le pétro-business là-bas. Il y a du pétrole et il y a beaucoup de gens, des expats qui sont là-bas et qui vont vivre et travailler sur place, en fait. Donc, si tu achètes et que tu mets même en Airbnb ou en locatif, mais tu exploses la valeur, tu vois. Wow, ok. Ouais, 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 ouais. Là, actuellement, ouais, le Congo, Brazza, c'est incroyable comment ça fonctionne bien. Mhm. Et puis, bah, le cinquième, je sais pas, le Togo, peut-être en Afrique de Le l'Ouest. Cameroun aussi, quand même, hein. Oui, le Cameroun, pardon, le pays des tauges. Dans Ça ton y est, top ce 5, sera je me suis dit, bon, j'attends de voir où est-ce qu'il va mettre le Cameroun dedans. Ce sera mon top Si, 5. si, Je le connais pas trop Cameroun. le Cameroun, mais je pense que ouais, il y a des Ah, il choses faudra venir à Douala, intéressantes. hein. Il faut faire un tour Ouais, à Douala, Douala, tu vas ben, voir apparemment, Yaoundé ça aussi, fonctionne c'est très très, très bien très aussi dynamique. là-bas. Ouais, ben, en tout cas, voilà un peu mon top 5 actuellement. Ok, super, parfait. Ben écoute, aujourd'hui, par exemple, la question que beaucoup de gens se posent souvent, et toi, je te pose cette question, entre la France et investir en Afrique, si tu avais, par exemple, 100 000 € aujourd'hui, où est-ce que tu déciderais d'investir? Si tu avais 100 000 € là, voilà. Tu gagnes, je sais pas, voilà, tu as 100 000 € dans la main, alors on te dit, tu veux investir où actuellement en 2026? En France ou dans un pays en Afrique ou en Côte d'Ivoire? Sans hésitation en Afrique. Ah ouais, pourquoi? Quels sont tes arguments? Parce que c'est un, comment te dire, c'est le moment d'acheter en Afrique parce que les prix sont vraiment moins chers. Et comme je t'ai dit dans mon introduction, en Côte d'Ivoire, euh, il y a un développement exponentiel, notamment. Et il y a un déficit énorme de logements. Il y a à D'accord, peu ah près ouais, 600 000 logements donc en déficit par rapport aux besoins donc, de la population. Donc, avec 100 000 euros, je peux rapporter 400, 500 000 euros de revenus ah derrière. oui, 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 tu vois. Parce que si tu achètes moins cher, dans 5 ans, ça va quadrupler, quintupler la valeur. Donc, si tu d'accord, revends, d'accord. tu prends cet actif-là et tu peux venir investir en France, tu Ok, vois. ok, ok. Et oui, et oui, et oui. Parce qu'au niveau du Parce que, marché français, c'est vrai qu'avec les taux d'intérêt qui ont monté,
Ben, les taux Ouais, d'intérêt sont très hauts. Tu vas payer des revenus, des charges, des taxes foncières qui sont importants. Là, actuellement, voilà, c'est un peu la crise dans le bâtiment. Pour moi, ouais. actuellement, la France, on peut investir pour sa résidence principale. Mais si j'ai 100 000 euros, je pense que je peux décupler, quintupler la valeur de ces 100 000 euros en investissant en Afrique et en revendant ces biens pour venir mieux acheter en Europe. Tu comprends? D'accord, je Là où comprends. actuellement, ben, quand comment on appelle, quand on dit, quand l'immobilier va, tout va, c'est une expression, je ne sais pas si tu la Ouais, connais. Voilà. ouais, si, je veux. Voilà, donc pour tous les financiers, pour tout le monde, c'est pareil. Quand l'immobilier va, eh ben, l'immobilier va bien en Afrique. Donc, on est en Mm. plein développement. Donc, je préfère que les personnes investissent, voilà, en Afrique et récupèrent 5 fois la valeur de l'investissement, ce que tu ne pourras pas faire en France. Ouais, En France, c'est plutôt moins il y a de demandes, c'est comment on appelle, c'est le jeu du marché, la rencontre de l'offre et de la demande qui stabilise les prix, qui font le prix. ouais, Donc, la loi du si, marché d'Adam Smith. ben voilà, la loi du Mm. marché d'Adam Smith, donc automatiquement, s'il y a moins de demandes, parce que l'accès au prêt immobilier est difficile, eh ben, les prix vont chuter. J'ai un ami qui a acheté en France, à Vénissieux, Ouais. qui vit actuellement en Afrique, qui est camerounais, qui s'appelle Guy. Je tairai son nom. Et qui m'appelle tous les jours, me dire, Eric, mon bien à Vénissieux il est en train de perdre la valeur. Tu penses que je pourrais le vendre actuellement? Je dis, ben, Guy, patiente parce que c'est pas le moment, tu vas brader ton bien. Il n'y Ah a pas assez de ouais, demandes parce que les gens n'ont pas accès au prêt, ouais, au au crédit. crédit. Ouais, Mm, moi, mm. quand j'étais au Crédit Immobilier de France, je donne cette expérience-là que j'ai eue. On faisait du prêt social. On était traité de prêteur social. Euh, donc, prêteur social, c'est-à-dire que on prêtait à des gens qui Mhm. étaient pas des personnes qui étaient regardées par les banques classiques. D'accord, je vois. Voilà. Et c'était ça la force en fait du Crédit Immobilier de France, c'est que on arrivait à mixer en fait des taux en faisant un taux fixe au départ et un taux révisable après pour pouvoir Mhm. augmenter après justement la capacité d'emprunt de l'acheteur. Et lui, quand il achète son bien, eh il peut réaliser son rêve, comme 90% de la population française qui rêve d'accéder à La propriété. l'immobilier, à la Mhm. propriété. Et malheureusement, même ces personnes-là qui étaient socialement pas favorables par rapport aux banques, les jeunes actifs qui avaient 3 mois d'activité professionnelle qui n'étaient pas finançables par la banque tout de suite, voilà, ils étaient mis de côté. Ouais. Les personnes qui n'avaient pas forcément d'apport, on prêtait sans apport. Ils étaient aussi mis de côté. Aujourd'hui, tu n'as aucune chance. Aujourd'hui, tu as 4-5% de taux. Il faut avoir 10 à 15%, voire 20% d'apport. Ah ouais, ok. Tu Compliqué. n'es plus finançable. Les banques, voilà, la BCE n'a pas de perspective de baisse de taux actuellement. Et vu même le contexte international actuel avec la hausse du pétrole, tout ça, ça agit sur le bâtiment. Malheureusement, la France traverse une crise de l'immobilier. Mm, mm, mm. Donc, Tout à fait. il n'est pas pour moi, il n'est pas pour moi en fait idéal de pouvoir tout de suite se lancer dans l'investissement. Attendons, stabilisons les choses, attendons que les taux baissent, que le marché se rééquilibre et que les personnes puissent être de nouveau avoir accès, les 20 à 30% de personnes qui n'avaient plus accès à la propriété, qu'ils puissent rentrer aussi dans le marché, dans le Mhm. financement, pour pouvoir mieux acheter et mieux négocier. Super, ben merci beaucoup. Je vais regarder s'il y a des questions là dans le cadre du live. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes connectées. Je vais me connecter du coup sur LinkedIn pour voir s'il y a des questions auxquelles tu pourrais répondre là avant qu'on ne parte sur le mot de la fin. Alors, je vais regarder. Il y a Lauril qui était bien connectée. Ok, donc Lauril, elle va regarder pour nous rejoindre au Bootcamp Mindset and Business. J'espère qu'elle sera là, Lauril. Ok, Bien top, sûr, top. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, même après le LinkedIn Live. Comme ça, toi, tu pourras peut-être venir répondre en commentaire ou en message privé
aux questions qui se posent. Et surtout, bah, s'ils sont à Lyon, le but, c'est qu'ils viennent hein, au bootcamp Mindset and Business pour que tu puisses vraiment leur apporter des conseils encore voilà, personnalisés par rapport à leur profil, hein, qu'ils soient salariés ou bien chefs d'entreprise, et selon leur projet d'investissement en France ou à l'étranger, pour que tu puisses vraiment les coacher et les accompagner pour qu'ils ne soient pas seuls à se lancer comme ça dans un projet dont les erreurs peuvent leur coûter très cher. Donc, autant mieux, effectivement, être accompagné et sécuriser son projet, hein, que ce soit sur l'aspect juridique comme financier, plutôt que de se lancer à l'aveugle en se disant ben, c'est bon, je maîtrise, je sais comment ça se passe, et après se rendre compte on a foiré sur toute la ligne, et après que ça coûte cher aussi. Donc ça, c'est très important. Donc là, pour le moment, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Donc on va aller sur le mot de la fin, parce que ce live, il a quand même aussi été long, hein. Il y avait beaucoup de Oui, choses à était partager. effectivement. Donc effectivement, tout à l'heure, je disais que bah, je serais prêt à investir plutôt en Afrique, mais ça ne veut pas dire que les entrepreneurs qui nous regardent ne doivent pas rentrer donc, dans les projets immobiliers. Les entrepreneurs qui nous regardent, justement, si vous voulez éviter des erreurs de structuration, de montage de votre dossier, c'est le moment de nous rejoindre justement au LinkedIn pour structurer votre dossier et avoir un dossier finançable. Construire aussi une stratégie patrimoniale. Il est important que vous puissiez aussi venir au live pour pouvoir rentrer aussi dans les détails parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans tous Exactement, les oui, oui, de venir au bootcamp Mindset and Exactement. Et on Business le voit bien 13 juin. qu'aujourd'hui, le financement et l'investissement et le patrimoine ne sont pas seulement des questions d'argent, ce sont des questions de vision, de Tout à structuration fait. et de stratégie. Donc, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, approfondir bien sûr votre compréhension du financement immobilier, de la structuration patrimoniale et de l'investissement intelligent comme je le fais, je serai donc ravi d'échanger avec vous pendant le bootcamp Mindset et Un Business qui aura lieu business, le oui, 13 juin. le Donc, 13 juin. De toute façon, je mettrai le lien en commentaire pour ceux qui veulent réserver leur passe pour nous rejoindre pour vraiment cette journée. J'appelle vraiment une journée de formation, de connexion, de transformation, parce que chacun repart de là avec un plan clair sur sa vision d'entreprise, sa vision d'investissement et de stratégie finalement, voilà, de patrimoine en fait, hein, et c'est ça qui est aussi intéressant. Alors pour le message de la fin, en fait, quel est le message que tu peux transmettre en fait aux entrepreneurs, aux investisseurs et aux membres de la diaspora qui rêvent de bâtir un patrimoine immobilier solide entre la France et l'Afrique? ah ben, le message, je dirais que l'Afrique fait peur quand on n'est pas accompagné. Et malheureusement, il y a eu des personnes qui se sont fait arnaquer, qui ont perdu Mhm. beaucoup d'argent. Et alors, je parle en connaissance de cause parce que je connais des gens de mon entourage qui ont eu cette très mauvaise expérience. Et si je me suis lancé dans le projet africain, c'est vraiment parce qu'il y a des vraies problématiques. Et la diaspora envoie énormément d'argent donc en Afrique, mais ne structure pas cet envoi d'argent. Donc, pour pouvoir structurer votre envoi d'argent, pour pouvoir investir en toute sécurité et pour pouvoir justement éviter toutes ces erreurs, malheureusement, ben, écoutez, mieux vaut être suivi, être accompagné par un coach, on va dire, en structuration financière. Et si vous êtes aussi entrepreneur et que vous voulez aussi développer votre activité, mieux vaut être aussi accompagné par un coach en développement d'entreprise comme toi, ce que tu fais. Donc, je pense que l'accompagnement, aujourd'hui, on pense que l'accompagnement ne sert à rien, mais je pense que l'accompagnement, c'est vital pour voilà, votre vision future et votre réussite, tout simplement. Tout à fait, parce que l'ignorance coûte cher. L'ignorance coûte L'ignorance très coûte cher. cher, donc mieux vaut Je... être informé et accompagné dans ces projets, que ces projets de croissance d'entreprise ou des projets de stratégie patrimoniale aussi, d'investissement immobilier. Donc, Ben, rien que le peu de temps qu'on se connaît, toi et moi, rien que le peu de choses que tu m'as apporté, déjà, bon, voilà, je vois déjà beaucoup plus clair. Et je pense que super. voilà, j'invite vraiment tous les entrepreneurs à aller au bootcamp et Au à être bootcamp, ouais. accompagnés par toi parce que
ouais, c'est important d'être Et c'est accompagné. C'est le réciproque, moment. hein. Clairement, Ok. on apprend, comme je dis souvent, les uns des autres, chacun son domaine. Et c'est en fait, c'est ça aussi la force de travailler en réseau, en partenariat, c'est que on sait que bah, seul, en fait, on ne peut pas tout connaître. Et on a besoin d'être entouré, on a besoin des expertises des autres qui sont plus intelligents que nous dans leur domaine, du coup. Donc, on a Exactement. besoin effectivement d'échanger, créer ces collaborations fructueuses, des collaborations solides. Et c'est pour ça que j'organise aussi le bootcamp pour permettre aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets de se retrouver en fait pour pouvoir échanger et pouvoir, on va dire, bah, se connaître leurs forces et aussi bah, travailler sur leurs faiblesses. Et quand on travaille sur sa faiblesse en étant accompagné par un expert dans le domaine où on est faible. Et on se dit, Exactement. bon, bah, le temps que j'apprenne, ça me prend du temps, mais je peux optimiser ce temps-là, gagner ce temps en étant accompagné. Du coup, voilà, je vais perdre moins de temps. Parce que je vais peut-être payer Exactement. un accompagnement, mais au moins, je ne vais pas perdre du temps, je ne vais pas aller faire des erreurs qui vont me coûter cher, parce que ça a un coût, du coup, ces erreurs-là. Mais en payant pour un accompagnement, je vais travailler vraiment sur mon projet. Déjà, je ne serai pas seule, j'aurai les bonnes informations, j'aurai les bonnes stratégies. Et ça, clairement, je pense que ça fait vraiment la différence. Et je suis convaincue par la puissance du coaching. Exactement. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent et gagner du temps, Tout c'est à gagner fait. de l'argent. Donc, évitez de perdre du temps pour recommencer vos projets et passer par des Effectivement. professionnels, des experts dans le domaine. En tout cas, Tout à fait. Mais merci j'espère qu'on a à répondu toi. aux questions de nos abonnés. Sinon, ils vont me poser des questions en commentaire et toi, tu pourras prendre le temps voilà, de leur répondre en commentaire ou en message privé ou à les inviter au bootcamp, comme ça, ils vont te rencontrer. S'ils sont à Lyon, il n'y a pas de... Ils doivent profiter de cette opportunité que tu sois à Lyon, de pouvoir venir au bootcamp et te rencontrer et de pouvoir exposer leurs problématiques pour que tu leur apportes vraiment des clés, quoi. Donc, merci en tout cas pour le temps que tu as consacré, hein, ton précieux temps, c'est que le temps est précieux. Merci de nous Merci, avoir Blandine. accordé de ton temps, partagé ton expertise, des clés, parce que même les clés que tu as apportées là, c'est vraiment des clés de valeur. Donc, ceux qui comprennent et savent vraiment utiliser les bons conseils, ils peuvent se servir vraiment de tout ce que tu as partagé là. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, je te donne rendez-vous de toute façon le 13 juin au bout de Avec Mindset plaisir. Business. Merci à toi pour cette invitation et vraiment, je suis très honoré de partager cette interview à tes côtés. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à Eric. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à Laurine pour sa contribution là. Je vois, elle a pas mal partagé voilà, d'informations aussi en commentaire. Merci à tous ceux qui sont connectés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je mettrai le lien du bootcamp pour ceux qui veulent vraiment participer. Parce que je dis, le virtuel, c'est bien, mais le réel, c'est encore mieux. Donc, rencontrons-nous en réel. Si vous êtes là sur LinkedIn, vous nous suivez, vous suivez Eric, allez vous abonner à sa page. Il partage vraiment des pépites. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. Il est aussi sur YouTube, il est très actif. Vraiment, bravo à Merci, toi pour ton dynamisme. Ça fait vraiment plaisir merci, de merci. voir ce que j'appelle cette diaspora qui se lève pour briller, pour vraiment contribuer. Hein, chacun contribue à sa façon aussi au développement de l'Afrique, même à distance. On a aussi le cœur en Afrique et ça, c'est important. Il ne faut pas l'oublier. Donc, même si voilà, on vit en France, mais on reste quand même connecté à l'Afrique et c'est important, je pense, de garder cette connexion avec l'Afrique parce que l'Afrique aussi a besoin de nous et donc a besoin de notre expertise et c'est important qu'on puisse comme ça organiser ce type d'événements en live pour en parler hein, au monde et aux entrepreneurs qui nous suivent partout que oui, en Afrique, il y a de grands projets qui peuvent se faire, des investissements immobiliers pour bâtir l'Afrique. Donc, vraiment, merci à toi pour ta belle contribution et je te donne donc rendez-vous au Bootcamp Mindset and Business où tu vas nous partager encore des pépites en présentiel. Allez, belle journée à toi, Eric. Merci beaucoup. Bye À bye. bientôt. À bientôt.